Vous êtes toujours sur Radio Soupente, enfin on l'espère pour vous. La station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka qui va consacrer le temps qui lui reste à vous causer dans le poste d'un immense graveur dont nous avons côtoyé l'œuvre ce week-end dernier dans un petit bled du bord de mer qui s'appelle Gravelines, dans Schnorr. Voilà, c'est Nicolas Ekman. Je vous assure que d'abord le lieu est assez peu ordinaire, et l'exposition, il faut vraiment être costaud pour en faire le tour. Je vais vous dire que ça ne finit jamais. Ouais. Donc c'est un petit endroit, ça c'est, on va déjà remercier Claudine qui a vu cette exposition et qui nous en a parlé. Et donc Nicolas Ekman, on avait déjà parlé de lui en juin 2018 à la Fondation Taylor. Il y avait une exposition de ses œuvres peintes et on avait déjà été séduit par son travail, la qualité de son travail, son imaginaire, sa qualité aussi, sa technicité. Enfin, donc on lui avait consacré une émission. Et là, donc c'est une exposition qui s'appelle Nicolas Ekman, humaniste et graveur fabuleux. Donc ce sont ses œuvres gravées et elles sont nombreuses. Alors, qui est ce Nicolas Ekman? Alors, Nicolas Ekman, c'est lui qui se définit ainsi dans une Ekman raconte Ekman. C'était un article du journal Candide en novembre 1965, d'un journal belge. Donc voilà comment il se définit. Je suis né en 1889 sur la place des Barricades, numéro 4 à Bruxelles, dans la maison et dans la chambre où Victor Hugo a écrit une partie de ses Misérables. Moi, je suis un de ces produits, un petit misérable. Je ne sais si cela a quelque chose à voir avec la peinture ou non, mais en tout cas, c'est un début assez amusant à constater. Ensuite, j'ai fait les études normales d'architecte et tout est parti de là, de cette fameuse place des Barricades. La guerre étant venue, j'ai dû fuir la Belgique. Je suis arrivée en Hollande et j'ai trouvé là mon petit coin de Nuenen. Encore un petit coin historique. J'ai été reçu là par un ami qui était déjà un ami avant, le pasteur de Ligde, qui était dans le presbytère de Van Gogh. Il dit « Nick, tu es un peintre, tu dois venir dans le coin de Van Gogh. Viens vivre chez moi dans le presbytère. » J'ai vécu pendant 4 ans dans la maison de Van Gogh, dans la chambre de Van Gogh, et j'ai vécu avec ses modèles, avec les gens qu'il a connus. J'ai des histoires qui sont absolument inédites de ces modèles, de ces tisserands que je fréquentais, que je dessinais, avec lesquels je travaillais, qui venaient me raconter des histoires abracadabrantes sur lui. J'ai donc eu là un véritable coup de fouet formidable, et naturellement, mon respect pour Van Gogh n'a fait que grandir. Personne ne le connaissait encore, et j'ai vu chez ces paysans des tableaux de Van Gogh sur des panneaux de lit, sur leur lit. Ça a été vendu plus tard à des millions, mais j'ai connu tout ça. Bref, j'ai eu là un grand coup de collier à cause de l'ambiance, d'autant plus que cet homme, ce pasteur qui m'a reçu, était un homme très très érudit, très très noble en pensée, un très grand philosophe. C'est avec lui que j'ai compris 1000 choses. Il m'a initié à la musique de Bach, il avait un harmonium, j'ai commencé à jouer de l'orgue, j'ai joué dans les petites églises protestantes, des petits concerts de Bach, c'était réjouissant. J'ai vécu la vie avec des hommes simples, chez ces paysans en Brabant, avec l'ancienne amie de Van Gogh, j'ai vécu avec elle, enfin façon de parler, j'ai parlé avec elle. J'ai été chez elle, j'ai bu son café à la table où il a fait les mangeurs de pommes de terre. À cette même table, j'ai vu ces types-là, je les connais. Tout ça, c'est devenu pour moi une pâte maniable, une pâte formidable que je pouvais éplucher, manger, dont je pouvais me nourrir. C'était magnifique. Donc voilà, c'est le début de sa vie. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais, c'est quand même Victor Hugo, Van Gogh, c'est quand même pas anodin, quoi. Non, ça c'est le sommet du sommet. Voilà, donc ensuite, Nicolas Ekman va exposer à La Haye dès 1915. Il va même être acheté par des grands musées hollandais. Et en 1921, il s'installe à Paris. Et là, il fréquente les artistes de Montparnasse. Entre-temps, il a une première épouse qui habitait Neumen, donc en Hollande, et donc qu'il a épousée. Donc il fréquente les artistes de Montparnasse, tous les mouvements artistiques, il côtoie Signac, Mondrian, Mazerel, Picasso, André Lotte, Marc Poussin, Jean Lursa, Chagall, Kissling et bien d'autres.
Il est membre des indépendants et de la Société des graveurs, cette société qu'on appelle aussi le Trait. Il expose donc régulièrement et il vend. Il expose aussi chez Jeanne Bucher et après la mort brutale de sa première femme en 1925, donc il va se retrouver seul avec une petite fille, il se marie avec la bibliothécaire de Jeanne Bucher et avec qui il aura une nouvelle petite fille qui s'appellera Luce, comme il dit, sa petite lumière, cette petite fille qui aujourd'hui a fait donation justement au musée de Gravelines de l'œuvre de son papa, quoi. Donc le cabinet des estampes de Bruxelles lui achète toute son œuvre gravée. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, il est recherché par les nazis et il se réfugie à Saint-Jean-de-Luz. Là, il va signer ses œuvres ECMA. Et le maire, d'ailleurs, lui permettra d'exposer discrètement. En 1944, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles organise une exposition très importante, lui organise une exposition très importante à laquelle même la reine Elisabeth de Belgique se rend. Dans les années 50 et 60, les expositions se suivent à un rythme plutôt régulier en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Et il est également sollicité pour son travail d'illustrateur, comme La Culotte d'Henri Bosco ou Till l'espiègle de Charles de Coster, Les contes d'un buveur de bière de Delin et voilà, d'autres contes. À Mons, de jeunes artistes se retrouvent autour de lui à chacune de ses visites. Donc c'est quelqu'un qui a un public. Il n'a jamais voulu s'engager par contrat, ni vendre au numéro, ni payer les critiques. De ce fait, il va être laissé en marge de la surenchère boursière de Paris. Les marchands s'efforcent de l'ignorer, ils préfèrent faire cavalier seul. Et donc, avec fierté, Ekman fait partie des vrais peintres maudits qui s'insurgent contre le modernisme officiel. Donc il va tout droit, hors de son temps et de la mode, il poursuit son idéal en solitaire, même quand ce sera la mode de l'abstraction, lui restera toujours un figuratif. Et il meurt en 1973, après une grande rétrospective à la galerie Reflet à Bruxelles, et il laisse environ 30 000 œuvres, et il est enterré au cimetière d'Ivry. Voilà, et donc après, c'est sous l'impulsion de sa fille que est créée l'association Le Sillon Nicolas Ekman, qui est créée en 89 et qui se consacre à perpétuer donc la mémoire et l'œuvre de son père. Donc il y a eu plusieurs expositions après, à l'atelier Grognard, à la Roy Malmaison, à Menton, à la Fondation Taylor à Paris, à Amsterdam et à la mairie de Maine aux Pays-Bas. Il n'était pas allé à Grognard C'est pas Nicolas Ekman qu'on a vu. Donc voilà, ça c'est la vie de Nicolas Ekman, donc une vie riche et indépendante. On peut le dire, ouais. Non, mais ce qui est remarquable dans ce parcours, c'est que c'est un parcours de quelqu'un de farouchement indépendant, voilà, qui se conforme à aucune mode, aucun courant, et ça c'est quand même assez exceptionnel dans l'art. Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Il y eut une grande chasse où les nobles deux par deux, tous les 10 mètres s'embrassent en des chemins qu'on dit creux. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque le fou vit la reine courtisée par un beau conte, il s'en fut le cœur en peine dans un bois pleuré de honte. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque 3 jours furent passés, il revint vers le château et alla tout raconter dans sa tour au roi là-haut. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Devant tout ce qu'on lui raconte, tout un jour le roi a ri, il fit décorer le conte, et c'est le fou qu'on pendit. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Le fou du
à Jacques Brel. Et donc on va raconter un petit peu tout ce qu'on a vu de cette œuvre gravée, une exposition plutôt chronologique avec beaucoup de gravures sur bois et quelques points sèches. Oui, enfin, on va vous en raconter un petit peu parce que si on veut raconter tout, on y est encore demain soir ou après-demain. Parce que s'il a fait 30 000 œuvres, comme ma camarade vient de vous le dire, ce qu'on a vu à Gravelines dans ce musée assez peu commun, c'est déjà énorme. C'est plusieurs centaines de gravures, je ne sais plus combien, enfin. Surtout donc de la taille d'épargne, mais aussi de la gravure sur cuivre, voilà, qui est absolument d'une technique magnifique. Voilà. Mais perso, vous le savez peut-être déjà, mais bon, je suis plus porté vers la taille d'épargne que vers la gravure, disons, plus classique. Voilà. Et là, on est vraiment gâté. Surtout que ces sujets sont des sujets qu'on privilégie dans cette émission, c'est-à-dire le monde du travail, le monde du labeur, voilà, les gens qui sont les gens d'en bas, comme disent les gens d'en haut, voilà, les paysans, les ouvriers, les mineurs, etc., avec un style très très personnel, un peu, on pourrait dire presque comme les peut-être oser des choses un petit peu ridicules, mais un petit peu comme les sculptures des cathédrales, vous voyez, ces personnages un peu statiques, tout en longueur, souvent de profil, comme les dessins égyptiens ou les choses comme ça. Voilà, c'est très stylisé, mais avec une maîtrise technique absolument époustouflante, et surtout, oui, donc c'est cette vie ouvrière, cette vie de tous les jours des gens communs, comme disent ceux qui ne sont pas du commun. Ouais, toute cette vie agricole, justement, qu'il a côtoyé, tous ces paysans qu'il a côtoyés quand il était en Hollande. Là. Oui, avec ses heures, ses malheurs, enfin, surtout beaucoup de malheurs, mais bon, et qui, si vous voulez, même si vous ne voulez pas, avec des dessins, parce que autant la semaine dernière, j'ai évoqué avec vous l'histoire d'une graveuse qui pour moi a essayé de toucher à quelque chose d'intouchable en gravure, une gravure un peu hors de ce qui se fait normalement en gravure, on pourrait dire de la gravure presque outsider ou quelque chose comme ça. Mais là, chez Nicolas Ekman, c'est une gravure pensée. J'ai vu des dessins, il y a des dessins préparatoires à ces gravures, mais ce sont des merveilles. C'est fait à la mine graphite, voilà. Et alors, c'est d'une précision, c'est d'une délicatesse, avec des ombrages, etc., avec des petits traits, machin. C'est quelque chose de complètement... voilà, vous avez l'impression d'être un espèce d'idiot là en face de ces merveilles. Vous avez les doigts qui se raidissent, parce qu'ils sont un peu contrariés de ne pas pouvoir, si vous voulez, accéder à cette espèce de maîtrise du trait, à la maîtrise du sujet, pas du sujet, mais oui, du sujet aussi, mais surtout de l'outil. Voilà. Et à partir de ces dessins préparatoires, qui sont des œuvres à part entière déjà, il grave, il doit faire un report, il doit faire un calque, un report, enfin, sur le bois, parce qu'il grave le bois. C'est pas D'ailleurs, il y a quelques planches gravées là, oui, c'est intéressant de voir. Oui, absolument. Oui. On voit aussi ses outils, on voit, enfin, il y a tout un... et il reporte ses dessins préparatoires sur la matrice, qui va ensuite graver, ancrer et imprimer. D'ailleurs, il y a dans ce musée, il y a plusieurs types de presse. Il y a une presse litho
et il y a 2 presses pour l'impression d'estampes, soit sur cuivre, soit sur bois. Et voilà, c'est très, avec ses outils, enfin bref. Mais le gros de cette espèce d'exposition monumentale, on peut dire ça, oui, monumentale, même si ce sont des gravures, il y a aussi ce qui m'a frappé dans cette démonstration de l'œuvre, d'une partie de l'œuvre de Ekman, c'est des toutes petites vignettes. Il fait pas il y a des grandes estampes gravées sur bois, il y a toute une série là qui sont magnifiques, mais il privilégie aussi le tout petit. Oui, les vignettes, oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans son travail, en fait, les personnages sont comme coincés par le cadre. Ils ont souvent la tête courbée, comme s'ils étaient limités, justement, dans leur activité, dans leur vie, quoi. Tout à fait, oui. Et puis, c'est des poses vraiment, voilà, c'est presque des gisants debout, quoi. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, peut-être, un peu, voilà. Et alors, curieusement, souvent, dans la gravure, le dessin, la peinture, la sculpture, il y a beaucoup de nus, des nus évidemment féminins. Mais là, curieusement, dans ce qu'on a vu de cette expo, pas de nus. Mais pas un nu. Voilà, il y a des fois un modèle qui a un sein qui est visible, ou des choses comme ça, mais c'est vraiment très très pudique comme montre. Voilà, il montre pas c'est très pudique, voilà, mais ça n'enlève rien du tout à l'intérêt de son travail. Cette pudeur, au contraire, ça exalte un petit peu justement ce côté assez ascétique, assez rigoureux de la représentation qu'il fait des gens du commun. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a des récoltes de pommes de terre, il y a une femme au verger. Il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'est cet accordéoniste-là, qui nous a fait penser à Perméqueux, à Constant Perméqueux. Là, je sais pas, cette gravure me plaît énormément. Il y a les danseurs en bas, il y a cet accordéoniste qui a la tête penchée, qui tire justement sur son accordéon, des pieds un peu larges, son pantalon. Enfin, et surtout, toujours des mains qui sont assez énormes. Enfin, c'est plus des mains de paysans, de travailleurs, c'est pas du tout des mains efféminées comme on pouvait le faire au Quattrocento, où les gens avaient toujours des mains qui étaient une espèce de choses plastiques extraordinaires. Là non, c'est la bonne grosse main de travailleur. Ouais. Et donc il y a aussi cette danse macabre en 7 temps là de 1924. Donc c'est cette gravure en taille d'épargne. Donc il y a le joueur, des masques, un art de vie, la vanité, la sagesse, la vieillesse. Et là c'est pareil, il y a cette vitalité, cette souffrance aussi en même temps, parce qu'il y a cette dureté dans le regard des personnages, qui soient de face, de profil, avec toujours plein de détails dans le fond, qu'on n'a pas le temps d'ailleurs de tout regarder, parce que il nous faudrait presque un quart d'heure par estampe pour pouvoir tout absorber, quoi. Mais c'est vraiment. Oui, ça, c'est aussi des particularités de cet artiste, c'est que il y a le sujet principal, on voit en premier plan, et dans le fond, c'est-à-dire derrière ce premier plan, il y a tout un fourmillement de personnages, d'animaux, de formes, de décors, etc. C'est assez... oui, c'est très très fatigant à regarder si on veut comprendre ou essayer d'approfondir un petit peu le regard de ce qu'on a devant les yeux, évidemment. Eh bien, c'est très difficile de suivre, parce que en plus, je répète, là je suis déjà un peu fatigué, c'est une exposition, c'est presque un marathon, voilà. Vous arrivez là-dedans, bon, nous comme on fait déjà 2 ou 3 salles en enfilade, puis on se dit bah c'est fini, quoi, donc on revient, et le gardien de l'entrée, comment il s'appelle? Emmanuel est un personnage un peu comme assez aussi, comment on pourrait dire, prolixe, enfin il est un peu comme les passionné, gravures. Il était passionné, voilà. Et j'adore quand les gens, mais ça on voit ça que dans les musées de province, évidemment on peut voir ça au Louvre, à Orsay, ou voilà,
Et là, il nous voit revenir, il me dit, mais il avait l'air un peu étonné qu'on l'ait fait si vite. Enfin, pour lui, ça devait être vite. Et il nous dit, mais vous avez fait... Ah ben non, il y en a encore 3 salles en bas. Il y avait... Ouais. Alors, on se repaye le même parcours, mais à l'étage en dessous. Et là aussi, avec des estampes de Chagall, des choses... Enfin, voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose... C'est une sorte de magie, parce que déjà le lieu, ce sont des espèces de cryptes dans... Je ne sais pas ce que c'était. C'était une ancienne poudrière. Une ancienne poudrière, oui. Alors, tout est sous terre, plus ou moins, quoi. Et donc, on a dû se faire aussi ce sous-sol. Et puis après, on nous a renvoyés encore ailleurs. Enfin, on n'en sortait pas. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le travail de Ekman, effectivement, il y a aussi une grosse partie de son travail qui est à la pointe sèche. Donc là, c'est forcément, ce sont des œuvres qui sont beaucoup plus légères dans le trait, mais qui sont aussi très très fortes. Hein. Il y a la joie, il y a un mangeur, il y a la pomme, il y a un mangeur de pommes de profil. C'est incroyable ce travail sur le visage, sur ses dents, comment il croque la pomme. Il a un Till l'espiègle qu'on avait vu en peinture donc à la Fondation Taylor, qui est là, est en gravure. Il y a un Don Quichotte blessé, c'est pareil. On retrouve, ils ont une similitude. Hein. Tous ces personnages, on retrouve comme dans la taille d'épargne. Complètement. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, toutes ces œuvres très très puissantes aussi, quoi. Tout son travail sur la pointe sèche. Et il a aussi une influence, une période plus cubiste, plus enlevée, plus légère, que j'aime moins en fait, parce qu'il y a moins de, c'est peut-être moins puissant. Et là on sent aussi, comme il côtoyait Chagall, il y a forcément on sait bien que les artistes dans les éponges. Oui, c'est ça. Donc les uns les autres ils se copient, mais involontairement. Donc il y a là on sent effectivement pour être dans des paysages dans des décors de Chagall. Oui, parce que ce qui est le plus caractéristique de Chagall, c'est ces personnages qui volent, voilà, qui se détachent de la terre et puis qui montent au ciel en quelque sorte. Et donc déjà là, il Ekman a fait évoluer certains de ces personnages hors sol. Voilà. Déjà là, c'est la marque de Chagall. Puis il y a des petits ajouts aussi. Parce que Chagall, si vous regardez bien, c'est jamais un seul sujet. Il y a le sujet principal comme chez Ekman, mais derrière, c'est un petit fourmillement de petits personnages, de situations, des oiseaux, des animaux, des ânes, etc. Un petit village. C'est un fourmillement. Dans les tableaux de Chagall, c'est jamais un sujet vraiment unique. Et si on regarde bien, on voit que... Mais des fois, c'est à peine esquissé, gratté dans le fond, etc. Et permet... et comment dirais-je Ekman, il a aussi cette espèce de comment dirais-je, on ne peut pas dire que ça soit un joke, mais quand même, c'est quelque chose de très récurrent dans son travail, ces fonds animés. Ouais. Et effectivement, il a travaillé aussi sur les souffrances d'après-guerre. Hein. Il y a des infirmes, il y a un petit peu à la manière des Allemands. D'ailleurs, c'est une influence vraiment un peu grosse comme ces gens-là. Ouais, il y a des paysans blessés, il y a les infirmes, il y a un paralytique, un aveugle et un paralytique, je crois. Enfin voilà, tout ça, on a vraiment là découvert une exposition impressionnante, d'une puissance incroyable quand même. Et c'est vraiment, Nicolas Ekman est vraiment un grand artiste, quoi. Oui, ça c'est pas exagéré d'aller dans le superlatif. Même le superlatif n'est pas assez pour exprimer l'émotion qu'on peut avoir à regarder ces estampes. Si vous voulez, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais c'est curieux d'observer qu'il y a des artistes vraiment et quand même, c'est un petit peu le jeu, c'est que ce sont des gens dans leur vie de tous les jours, dans leurs options, dans leurs idéaux, qui sont aussi exceptionnels. Voilà, c'est des gens qui pensent pas comme
nous tous, ils ont des priorités et ils ont un chemin tracé. Ils ne dévient pas de ce chemin. Ils n'essayent pas de complaire, de plaire, de briller pour se faire accepter. Non, non. Et c'est ça, c'est aussi qui donne cette force à ces réalisations qu'on ressent et qui fatigue énormément. Ouais, alors en fait, ça j'ai oublié de le préciser, Nicole Ekman, en fait, donc, qui est né à Bruxelles de parents hollandais, il se disait flandrien, pour ne pas dire de culture flamande. Et voilà, il est marqué par la Flandre et les Pays-Bas, et il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de lui en ces termes-là, hein. Par exemple, il y a Jacob Bard de la Faille qui dit Bruegel, autant que Van Gogh et qu'Ekman, donne l'image générale et constante donc du paysan bourru, rigide, âpre et têtu. Bruegel et Ekman, tous deux à quelques siècles d'intervalle, nous fixent l'image du peuple flamand dans ces paysans mendiants, rebouteux et camelots, estropiés, fous de village, avec tous les contrastes de richesse et de misère, d'abondance et de souffrance. Et on précise aussi que ça, c'est l'impression qu'on a quand on voit son travail, effectivement, qu'il a toujours un crayon en poche pour faire des petits croquis, des croquis de ce qui passe devant lui, quoi. Que ce soit le visage d'un paysan, que ce soit une femme, un vagabond. Enfin, voilà, c'est présent. On a vraiment cette impression de travail, de reportage un petit peu par moment. Ouais, c'est vraiment assez particulier au nord. Le nord, j'ai parlé du nord de la France, de la Belgique, de la Flandre, etc. Cette espèce de vision du monde un peu grotesque, avec beaucoup de fantastique, et même quand ils ont des sujets très terre à terre, très terriens, ils peuvent pas s'empêcher d'y ajouter une autre dimension qui, quand on regarde l'ensemble, on n'est plus du tout dans le terrien, mais on est dans quelque chose d'inventé, carrément, un autre monde, un monde bien à eux. Ce monde des artistes du Nord, depuis, comme le rappelle ma camarade, depuis des gens comme Bruegel, Bosch et compagnie, mais même des gens comme Rembrandt, dans certaines de ses œuvres, ça, même si c'est moins évident moins que chez les artistes qu'on vient de citer, même Rembrandt avait cette tendance aussi au fantastique dans certaines de ses œuvres. Ouais, hein. Ça c'est vraiment l'évolution de son travail, quoi. Ouais. D'aller vers le fantastique, l'imaginaire, avec beaucoup de poissons aussi. Hein. C'est ce poisson qu'on retrouve chez plein d'artistes en fait. C'est de Volder. Chez de Volder, c'est Roland de Volder. Ouais. Roland de Volder, oui, lui c'est Roland de Volder Poisson, parce que dans toutes ses œuvres, il y a les poissons, et il a fait une sculpture géante qui est en front de mer à Ostende, doit faire 3 et quelques mètres de haut, et c'est un homme qui ramène un poisson à la mer. Voilà. Normalement, les poissons, on les pêche, on les bouffe, mais alors là, il le ramène dans son élément. Et c'est quelque chose d'assez... Alors, il faut dire aussi que Roland de Volder, son papa était pêcheur. Ouais. Et si vous ne connaissez pas Roland de Volder, vous pouvez aller à la galerie du Ramor à Ostende. C'est près du front de mer. Voilà. Et donc, dernière salle donc, de cette exposition, effectivement, il y a ce musée a aussi tout un fond d'œuvres. Et donc là, il y avait quelques peintures de Chagall et de Zawuki. Oui, Zawuki. Ah oui, je voulais dire aussi qu'on a un autre artiste qu'on adore, de Schnorr, c'est Jean-Paul Souvrade, qui est souvent exposé dans la galerie du Ramor. Et lui aussi, c'est du poisson. Hein. Il a dans son œuvre une quantité considérable de poissons. Alors je ne sais pas si c'est particulier. Oui, ça doit être particulier au nord, parce que dans le sud, c'est pas vraiment ça. Voilà, on n'a pas une culture du poisson comme ça. Mais dans le nord, apparemment, oui. Aussi bien Ekman, aussi bien Roland de Volder, aussi bien Jean-Paul Souvrade, aussi bien les artistes plus anciens comme Bosch, Bruegel et compagnie. Voilà, c'est le poisson.
c'était la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Et donc en dernière partie, on va parler quand même de ce musée qui est quand même un lieu vraiment à découvrir, hein. Qui est donc en plein centre de Gravelines, qui est ce musée du dessin et de l'estampe, qui est le seul musée français donc qui est consacré à l'œuvre imprimée. Donc c'est au cœur d'une ville fortifiée. Les bâtiments sont rénovés. Enfin c'est vraiment c'est vraiment magnifique. Tu m'as dit que c'était un arsenal. Oui, c'est un arsenal, ouais. Et donc il y a plusieurs salles, hein. Il y a la salle de la Poudrière où on a pu voir l'exposition Nicolas Ekman. Il y avait une salle du Pilier où là il y avait une autre exposition sur une artiste coréenne qu'on n'a pas regardée parce qu'effectivement on était déjà bien rempli d'émotions. Après il y a un corps de garde, il y a une casemate du four à pain et donc ce musée a quand même 21 000 œuvres de gravures du XVe siècle à nos jours. Donc c'est quand même un fonds très très important. Oui, et la fille de Nicolas Ekman, qu'on voit d'ailleurs dans un petit film, un petit film il y a deux endroits où on peut voir des projections, où elle expliquait un petit peu son père et le don qu'elle a fait à ce musée. Voilà, mais vraiment, on est dans un autre monde. Moi, je trouve que c'était bien vu pour un musée, parce que la gravure, l'estampe, c'est quand même assez précieux, c'est quelque chose c'est pas comme les grandes tartines picturales ou les choses comme ça, voilà. C'est intime, il faut être proche d'elles pour les regarder, autrement on voit rien. Et donc ça mérite un lieu comme ça, un lieu un peu coffre-fort, un peu, voilà. Je dirais pas coucouligne, hein, parce que bon, c'est assez austère quand même comme architecture, mais très belle architecture intérieure en briques. Mais c'est une certaine austérité, et la gravure aussi, la gravure d'Ekman en tout cas, malgré le foisonnement des estampes, etc., c'est quand même une gravure assez austère, si on peut dire, dans le sujet. Et c'est donc un musée qui renouvelle ses expositions 3 fois par an. D'ailleurs, la prochaine apparemment sera Daumier, donc je pense qu'on retournera faire un tour là-bas. On peut remercier donc aussi l'accueil fait qu'on a reçu de Manu, hein, Emmanuel, qui était là, qui a pris du temps, qui a discuté avec nous. Donc ça, c'était vraiment très agréable aussi de se sentir, d'avoir du temps. Ouais. Ouais. Et on a vu ça dans un seul autre musée, c'était à Pontoise. Parce qu'à Pontoise, il y a 2 musées. Il y a un musée dans la ville, en centre-ville, puis un autre un peu excentré, qui était consacré aux impressionnistes. Et là aussi, il y avait un gardien, alors qui avait une culture de l'impressionnisme assez intéressante, même très intéressante, comme ce gardien. Enfin, il n'est pas que gardien, il est aussi. Non, il travaille sur la communication. On voit bien sur la communication, il est. On sent qu'il est passionné, quoi, oui, qu'il aime, qu'il s'intéresse. On lui a parlé d'Agnès Dubart qui avait travaillé justement là-bas, donc il voyait très bien qui était Agnès. Enfin, voilà. Et donc dans cette enceinte, il y a également donc toute une partie de jardin avec des sculptures, et on a déjà beaucoup aimé la première sculpture qu'on a vue à l'entrée de la Poudrière, qui représente, c'est un artiste qui s'appelle Gaden qui a fait Raymond Pic assis. Et c'est un modelage, c'est un bronze à partir d'un modelage. Et la patine en a pris un coup parce que c'est exposé à tous les vents, surtout au vent marin. Et il y a ce qui fait que la patine, par endroit, elle s'oxyde avec un vert de gris joli comme tout, avec des légères traces de rouille aussi. Enfin, c'est quelque chose, mais surtout évidemment, c'est le personnage sculpté, modelé, quoi, enfin en tout cas, qui est assez. Ouais, on est resté comme avec la bouche ouverte et puis voilà, la bave aux lèvres devant ce petit bijou modelé, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a 2 autres sculptures de Gaden qu'on a bien aimé. Il y a la Vigie, c'est une femme debout, et il y a Conversation. Là, c'est un groupe de 5
de 5 femmes qui discutent, qui sont là au milieu d'une pelouse. Enfin, vraiment, ce sont donc des bronzes, c'est de 1976-79 à peu près pour dater. Et voilà, donc ça participe au fait d'avoir cette promenade aussi très, très agréable dans le jardin. Oui, et on peut relever encore une fois que dans ce nord ouvrier, enfin avec ce passé de mineurs, etc., il y a un foisonnement de création artistique complètement, comment dirais-je, extraordinaire, quoi. Parce que des sculpteurs, il n'y a pas Galen, il y en a d'autres qu'on a. Non, d'ailleurs, Emmanuel nous a montré, c'est un sculpteur qui était mort il n'y a pas tellement longtemps, qui travaillait par là, Jean Rouault, et sa femme qui travaille encore, qui a un atelier, qui nous a proposé d'ailleurs qu'on puisse la rencontrer pour faire une émission prochaine, quoi. Ouais. Non, il y a les sculpteurs, des peintres, des graveurs, etc., mais contemporains, vivants, hein. On vous en a cité au moins, enfin, Agnès Dubar, et puis Jean-Paul Souvraz, mais il y en a d'autres que Jean-Paul Souvraz nous a fait connaître, dont Jean-Paul Souvraz nous a fait connaître l'œuvre. Voilà, on pourrait aller s'installer là-bas, on aurait des sujets d'émission sans problème. Ouais. Et alors donc, en se promenant un petit peu sur Gravelines depuis la gare, on s'est aperçu que cette communauté de Dunkerque, en fait, avait mis en place un système de bus gratuit. Donc, ouais. Ça, c'est quand même très agréable. Il y a plusieurs bus qui sillonnent entre Grande-Sainte et Dunkerque, qui est un peu plus loin, ou entre Gravelines et le Grand Fort Philippe ou Petit Fort Philippe, voilà, qui passent régulièrement. Voilà, qui amènent au bord de la mer, mais qui sont 100% gratuits, quoi. Ouais, ouais. Et alors, on a rencontré une conductrice de ces autobus, mais d'une gentillesse. Alors, on était paumés à Petit Fort, Petit Fort Philippe. Hein? Petit Fort Philippe. Petit Fort Philippe. On avait dîné dans un petit resto de Schnorr, là, et on cherchait l'autobus. Et cette conductrice arrive avec son bus, elle nous a vu errer dans la rue un peu perdue. Elle s'est arrêtée. En pensant qu'on était les voyageurs. Effectivement, on était les voyageurs. On est monté dans le bus et on était seuls tous les deux. Elle nous a ramenés à Gravelines, mais gentil. Mais c'est dans les régions comme la nôtre, la région parisienne, ils sont toujours un peu ronchons, les chauffeurs d'autobus. Mais là-bas, et elle s'était payée des horaires, mais alors invraisemblables. Ouais, c'est celle qu'on avait déjà vue le matin, donc elle travaille jusqu'à 10h le soir, donc elle avait quand même une journée assez longue à faire ses allers-retours entre la côte et puis le centre de Gravelines. Ouais. Et on a vu aussi, malheureusement, alors ça c'est ma camarade Piquécou, elle a un pif pour ça, pour le malheur. On revenait vers la gare pour prendre notre train. Alors, on allonge les kilomètres, comme on n'a pas de moyens de transport, ça part nos pieds et nos jambes. On arrive près de la gare, on était à 50 mètres de la gare, et qu'est-ce qu'on voit sur le trottoir? Une vente aux enchères de meubles, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une maison qui allait être détruite, et ils vendaient tout ce qu'il y avait dans la maison. Alors, évidemment, Piquécou trace tout de suite vers une dame qui s'occupait de ça, et alors elles ont papoté pour un bon moment sur les temps dégueulasses qu'on vit, etc., parce que à côté de cette petite maison du Nord, mais vraiment du Nord, quoi, il y avait un immense hangar, mais un truc gigantesque de plusieurs milliers de mètres carrés, qui allait être détruit pour construire à la place des immeubles. Voilà, 6 petits bâtiments de 3 étages. Et effectivement, moi qui suis toujours très sensibilisée à toute destruction, j'ai trouvé ça hyper violent, cette maison qui allait être détruite, avec cette femme qui avait vécu plusieurs années dedans. Et en discutant avec le voisinage, effectivement, ils avaient rénové une route à côté, et la dame me dit qu'ils avaient aussi abattu des cerisiers du Japon parce que l'entreprise qui rénovait la route était gênée par ces... Voilà, et ça, je me dis que là, qu'on soit en région parisienne ou en province, on est toujours confronté à ces mêmes horreurs, quoi. Voilà, tout à fait. Alors donc, Piquécou a patrouillé dans le coin, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Tandis que moi, j'étais
devant la gare à l'ombre en train d'attendre. Elle a patrouillé pour voir s'il n'y avait pas d'autres choses. Et elle a vu d'autres choses, etc. Elle est revenue me faire un compte. Mais en fait, on n'a pas précisé, mais effectivement, il y a tout un chenal qui va, qui va enfin, qui part même en amont, mais qui passe par Gravelines et qui va jusqu'à la mer. Et il y a la batellerie, donc on a pu voir le port de Plaisance. Enfin, le paysage est vraiment sympa. Hein. On a découvert un coin qui mérite vraiment d'être connu, quoi. Et Gravelines est connu pour sa centrale nucléaire. Bon, ça, par contre, on l'a pas vu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, la seule chose qui m'a complètement choqué, c'est qu'on est au bord de la mer, mais il n'y avait pas la mer, quoi. Et c'était marée haute, et je vous assure, la mer était peut-être à 2 ou 3 kilomètres de la côte. On voyait un petit trait au fond un peu plus sombre, et c'était la marée haute. Alors la marée basse, je vous dis, on voit les côtes d'Angleterre, mais c'est tout ce qu'on voit. Ouais, la plage est très très longue, donc on n'a pas pu mettre les pieds dans l'eau, c'est dommage. Et ma camarade a trouvé, pour moi, un œuf de raie. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au teint si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, c'était fait pour qui savait y faire. Chouette. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur, en douceur. En douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, c'était fait pour qui savait y faire. Chouette, c'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, c'était fait pour qui savait y faire. Pardonnez cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revient l'été, je commençais à m'inquiéter, car sur les bords de la mer du Nord, elle se mit à faire du sport. Je tolérais ses violons dingues, sinon elle devenait malade. Puis un beau jour, j'en ai eu marre. C'était plus que la mer à boire. Je le reflus en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. On
sœur. C'était chouette la fille du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, 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 c'était chouette la fille du bord de mer. Chouin, 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 c'était fait pour qui savait le bleu. Les filles du bord de mer, Arnaud. Et tout de suite, on se paye les expos. Alors, toujours non lieu à la fondation du Buffet jusqu'au 16 juillet, Jeanne Malivet jusqu'au 1er juillet à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque Forney, pardon. Pastel de Millet à Redon, c'est à Orsay jusqu'au 2 juillet, comme Manet et Degas jusqu'au 23 juillet jusqu'à Orsay sont des pastels. Hein. Sarah Bernard au Petit Palais jusqu'au 27 août, alors une merveille, hein, je radote, mais vraiment il faut y aller. Nicolas Ekman à Gravelines jusqu'au 12 novembre, on vient de vous en parler, mais on pourrait vous en raconter encore et encore et encore. Et toujours à la Galerie Kaléidoscope Antonio Caccalti, Alneva Bergman jusqu'au 16 juillet au MAM, Edgar Degas en noir et blanc à la BNF Richelieu jusqu'au 3 septembre, Surréalisme au féminin au musée de Montmartre jusqu'au 10 septembre, Suzanne Valadon à Pompidou-Metz jusqu'au 11 septembre, ou à peut-être aller, si on peut se faire de la malle d'ici là. Alors, expo, affiche de l'atelier, les stands populaires, c'est fini, ça, je vire. Et Bansky à Brest, chez nos potes brestois. Voilà, et Nicolas, je l'ai déjà dit, Nicolas Ekman à Gravelines jusqu'au 12. Et une exposition dont on a oublié de parler la dernière fois, c'est ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe. Ah oui. C'est une exposition qui va durer 6 mois avec aussi toute une programmation culturelle, je crois, en musique et théâtre. Non mais, écoute, il faut aller a lu un bouquin qui s'appelle Les Abysses. Ouais, alors j'ai lu River Solomon. Voilà, donc j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Ça parle de ces femmes qui étaient sur les bateaux de négriers, ces femmes noires qu'on jetait à la mer quand elles accouchaient. Je pense que c'est véridique, j'ai regardé un petit peu. Et donc cet auteur part sur un conte un peu fantastique en imaginant ces femmes qu'on appelle les deux jambes, donc qui tombent, qui se noient, mais qui accouchent quand même d'êtres qui sont plus ou moins des sirènes, des poissons, et avec toute une histoire sur la mémoire collective, des dons du souvenir, et comment, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire, comment on la porte. Et donc Yetu, qui est une de ces sirènes, de ce poisson qui est né dans l'eau, justement, est l'historienne et doit porter cette mémoire, et c'est un point incroyable. Et c'est vraiment un livre magnifique, parce qu'on se laisse prendre justement par ce côté un peu magique, et qui nous fait réfléchir sur oui, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit transmettre, quoi. Comment vivre avec ces mémoires lourdes. Oui, parce que les Palestiniens, le jour où ils seront libérés, pourront peut-être évoquer, voilà. Je ne vais pas vous en refaire une tonne hein, sur le doc que j'ai eu sur Arte concernant la Palestine, qui est de jeunes juifs religieux fanatiques qui volent des terres aux Palestiniens pour y implanter des colonies. C'est quelque chose d'horrible, d'affreux, de terrifiant, etc., de voir cette haine de ces jeunes fanatiques religieux juifs envers les Arabes. Voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment, qui donne vraiment, qui vous fait monter une espèce de dégoût là, de choses. Voilà, bref.
c'est pas joli, quoi. Surtout quand c'est de la part de... Quand c'est des vieux cons, encore, on relativise, mais des très jeunes gens comme ça, fanatisés à ce point-là, comme les expéditions qu'ils font régulièrement, tous les mois, je crois, au caveau des patriarches, à la pelouse, enfin bref, c'est quelque chose d'effrayant, voilà. Et Arte, pour une fois, a fait fort. Je ne sais pas dans quelle intention, mais a fait fort. Et tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station de rap sans foi, sans loi et sans courbette, émettant depuis un garni tout pourri et diffusant sur internet à racaille.fr. Et tout de suite, on salue nos amanches. Alors, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest. J'espère que le froid polaire qui règne à Brest ne les a pas congelés. Et oui, parce que ça alterne à Brest. De temps en temps, c'est les tropiques, de temps en temps, c'est le pôle sud. Jean-Paul Souvraz, notre grand peintre de Schnorr, là, on a consacré une émission au Nord, donc on ne peut pas négliger cet immense artiste, Coulekerque-Branche, dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, grâce à qui on a pu aller se frotter à l'œuvre magnifique de Nicolas Ekman, Corinne, Frédéric et Popeye, trois potes qui font dans la barbouille, la tapisserie pour Corinne, et pour Frédéric et Popeye, plutôt l'art plastique, la barbouille, le graphisme, etc. Juliette Planck, une graveuse magnifique en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui en même temps anime parfois des émissions sur Radio Bigaille, et Clément, le Van Gogh de la taxe d'épargne, qu'on adore, Agnès Dubar, une graveuse émérite en relégation en Bretagne Sud, Thierry Morciot, un graveur bruxellois, magnifique, Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, magnifique, Raoul Villoula, un pote à Alice qui remporte plein de concours. Marie-Christine et Christophe, des militantes chez Militants qui militent. Marie-Christine Béguet, une graveuse émérite qui vit dans la Cévennes depuis peu. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes magnifiques, Odon et Raymond Humbert. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui sont plus qu'une et qui font dans le polar, et c'est quelque chose, et dont le dernier s'appelle La mort du Minotaure. Voilà, qu'on vous recommande. Voilà, tout à fait. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, oui Cécile, on la sent et on t'aime. Geneviève, notre sorcière bien aimée. Marie-Christine et Christophe, Cécile, la rousse flamboyante qui anime deux émissions sur une radio ODNI le mercredi après-midi, une pour les enfants, une pour les parents. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Beau-en-Marlot dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie L'Empreinte de Florence Quenu. Dominique Paul Alardouin, une galériste extraordinaire, qui est là aujourd'hui disparue, ainsi que sa maman, Thérèse Franco. Deux galéristes qui ont fait beaucoup pour l'art dans les années... Sa maman dans les années 50, 60, 70. Et à la suite... Dominique Paul Alardouin. Marie-Pierre, une collectionneuse qui va se tirer du côté de Clermont-Ferrand. Enfin, on ne sait pas si c'est Clermont-Ferrand, Riom ou ailleurs, enfin dans le Puy-de-Dôme, quoi, près des volcans. Marie Degnaud, une galériste excellente, enfin une grande galériste aussi, pas par la taille mais par le talent, là, qui anime la galerie, comment déjà ? Un kaléidoscope. La galerie Kaléidoscope, avec en ce moment Carcati. Antoine Manoury des Champignons, un trio de musicos pas triste. Anna Sinraska, une peintre polonaise qui a un tempérament de feu. Et mon pote Jacques Duchemin, Loulet, un artiste aussi découvert récemment, qui en a aussi dans les doigts et dans la tête et qui s'en met partout. Et tous ceux qui n'y sont pas, du monde, minus du monde. Et une dernière personnalité éminente qui va maintenant s'installer
dans le Salut à l'examen chez Manu de Gravelines. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr et tout de suite on se finit avec Faut vivre de Nélis. Salut les copines, salut les copains. Salut. Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.